si Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrai du Faux. Donc dans l'épisode précédent, nous avons laissé Hitler de retour dans son régiment après son séjour à l'hôpital. Et nous allons reprendre là. Petite parenthèse sur l'épisode précédent, j'avais oublié de préciser. Parce que bon, généralement c'est un mensonge, donc je vais pas penser en parler. Mais c'est vrai que vous aurez pu entendre cette histoire, comme quoi Hitler avait une testicule. Donc l'histoire en fait vient justement de sa blessure pendant la Première Guerre mondiale. Donc selon un prêtre polonais, qui aura entendu un médecin militaire allemand, Johann Jambor, il dira justement qu'il a soigné Hitler, qui était blessé à l'abdomen, à la jambe et qu'il lui manquait une testicule. De plus, les brancardiers qu'il avait emmenés appelaient justement leur blessé le hurleur, parce qu'ils n'arrêtaient pas d'hurler à l'aide. Mais cette histoire est complètement fausse. C'est un des seuls points communs où on dira que les historiens se sont tous mis d'accord pour dire que cette histoire était un mensonge, parce que même si le médecin aurait soigné une telle personne, rien ne peut dire que c'était Hitler. Surtout que Hitler à l'époque n'était pas connu, et que les médecins voyaient passer des centaines et des centaines de blessés, donc ils n'auraient pas pu se souvenir d'un blessé en particulier. Il y a aussi l'histoire des brancardiers qu'il appelait le hurleur. En gros, dans l'histoire racontée par le prêtre, les brancardiers sont partis chercher Hitler dans le No Man's Land, alors qu'on sait que Hitler était blessé dans un abri dans ses lignes. Donc tout porte à croire, même d'après les historiens, que cette histoire est un mensonge. Donc voilà, sauf que vous entendrez l'histoire Hitler n'a qu'une testicule. Et sur cette histoire aussi d'une testicule, j'avais même entendu dans un documentaire italien que Hitler avait perdu sa testicule parce qu'elle avait été arrachée par une chèvre quand il était petit. Donc bon, les gens aiment raconter tout et n'importe quoi sur Hitler, mais cette histoire, vous pouvez l'imaginer aussi, est complètement fausse. Donc alors, pour notre retour d'Hitler dans son régiment, nous avons une histoire qui se passe aussi en mars, au moment du retour d'Hitler, où une dépêche confidentielle importante est donnée au sergent Max Amann, donc c'est la personne du milieu. Et lui, les sergents, donc il transporte pas vraiment de dépêche, il est là plus pour organiser son groupe de messagers. Et là, justement, lui, il a envoyé personnellement parce que le message est confidentiel et important. Et justement, il demande à faire équipe avec Hitler pour transporter ce message. Sachant que j'avais oublié de préciser, mais vous avez peut-être pu le remarquer, les messagers sont toujours par deux, ils sont en binôme. C'est très rare qu'un messager parte seul, à part un peu comme Hans Med qui est justement lui messager cavalier, qui lui justement est dans les lignes arrière. Donc Max Amann, le sergent, dira: nous avons dû quitter un terrain couvert pour un terrain découvert. La piste nous a conduit devant 2 canons de campagne ennemis. À peine rentrés dans les environs, l'ennemi nous accueillait avec des tirs meurtriers. Nous avons réalisé que nous étions observés. Si j'avais été seul, je me serais caché. Mon compagnon était d'un autre état d'esprit. Sans la moindre hésitation, il fonça. Naturellement, j'ai dû le suivre. Et c'était aussi bien. Nous sommes sortis tous les deux de cette zone de danger. 2 heures après, nous repassions par cette zone pour le retour. Donc là, c'est une petite information comme d'habitude. Ça avait déjà été raconté par d'autres que quand ils étaient pris sous un tir d'artillerie, généralement ils voulaient plus avancer et que Hitler, en gros, les poussait un peu au cul. Donc alors, après cette histoire du mois de mars, il faut savoir que là, nous allons rentrer dans l'offensive d'Arras, dont l'objectif pour les Anglo-Canadiens est de prendre la crête de Vimy, appelée aussi Côte 145. Petite histoire de la bataille. Depuis mi-mars, il y a quasiment à peu près, d'après les informations du mémorial de Vimy, 2500 tonnes d'obus qui tombent chaque jour sur les tranchées allemandes, jusqu'à l'offensive principale des Anglais. Donc faut vous dire que c'est fait exprès pour justement fatiguer les Allemands. Recevoir autant d'obus, ça joue sur le moral, et il faut savoir que les Allemands se doutent bien qu'il va y avoir une prochaine offensive. Donc il faut savoir que pour cette offensive, comme il y a eu Verdun à la Somme, les généraux, comme les hommes, ont été un peu traumatisés par le perdre en hommes. Donc là, ils ont complètement changé de procédé. Donc tous les soldats, en gros, ils ont reconstitué les tranchées allemandes, ont cartographié, ils ont vu chaque emplacement de tout ce qu'ils ont pu voir de bunkers, de canons, de mitrailleuses, tout ce qu'ils ont pu rassembler comme information. Ils ont rassemblé ça et ils ont pu, en gros, chacun schématiser l'attaque qu'ils allaient faire. Sachant qu'ils ont utilisé aussi des avions bombardiers pour attaquer les tranchées allemandes, et aussi des chars. Il faut savoir aussi qu'ils ont creusé énormément de tunnels, sur des kilomètres et des kilomètres, pour pouvoir amasser le maximum de troupes
au plus proche des tranchées allemandes sans que les Allemands ne s'en rendent compte. C'est-à-dire que les Allemands se sont retrouvés avec des milliers d'hommes, les attaquants, sans se rendre compte que l'attaque avait été lancée. Parce que justement, le bombardement n'a pas arrêté. Il a continué et il a avancé en fait de 100 mètres, de tous les 100 mètres, pendant que les soldats anglo-canadiens avançaient. Donc en fait les Allemands, eux dans leurs abris, ils ont toujours entendu le feu de l'artillerie, sans se douter que les Canadiens commençaient à attaquer. Donc il faut savoir que les premières tranchées allemandes ont été prises quasiment sans résistance, ils étaient complètement tout retournés, et les anglo-canadiens ils ont pris ça à la baïonnette sans problème. Et c'est plutôt après quand ils sont arrivés dans les deuxièmes positions que là ça a un peu plus chauffé. Donc quand je parle des premières tranchées allemandes, bien entendu je parle de la première position, donc ça peut être 2-3 tranchées. Il faut dire que tout ça est retourné. Donc les anglo-canadiens, eux, ils vont arriver sur les deuxièmes positions, comme je disais, les Allemands, ils font première position, quelques kilomètres plus loin, deuxième position, et aussi, si possible, une troisième position. Donc c'est les deuxièmes positions qui commencent à être un peu plus difficiles aux anglo-canadiens de les prendre, mais les premières positions allemandes sont complètement prises par les milliers d'hommes, en sachant que les anglo-canadiens aussi, ils ont une formation sur les armes allemandes. C'est-à-dire que ils utilisaient aussi bien les canons que les mitrailleuses, que les armes des Allemands pour pouvoir éviter de se retrouver sans armes à cause du ravitaillement en munitions. Donc là, ils retournaient les armes allemandes contre les Allemands. Donc voilà pour l'histoire de l'attaque de Vimy. Il faut savoir que justement, la côte 45, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est un lieu stratégique parce qu'il est en hauteur et de là, ils pouvaient voir Douai et un peu tous les alentours. Donc chaque mouvement des Allemands pouvait être vu. Donc c'était un endroit très stratégique pour les Anglo-Canadiens et ils ont réussi à le prendre. Donc alors cette attaque anglo-canadienne, pour la petite histoire, ils ont eu 3598 morts, 7004 blessés. D'une information à l'autre, les chiffres changent un petit peu, mais bon, on est à peu près dans les mêmes chiffres, à quelques hommes près. Et les Allemands, par contre, ça, on sait quasiment pas. Ils estiment à 10 000 pertes allemandes. Les obus ont tellement tout labouré que les corps n'ont pas été retrouvés. Mais il y a eu 3400 prisonniers. Donc alors, pourquoi je vous parle de cette crête de Vimy, vous pouvez penser que c'est que Hitler a un rapport avec cette crête de Vimy. Justement, une crête, comme vous pouvez voir sur la photo, qu'il a été visité en 40. Donc, vous avez précisé, en 40, il avait fait un tour du nord de la France, un peu de là où il avait été, et justement, il avait été sur la crête de Vimy. Donc le régiment d'Hitler est déployé vers la fin avril à l'est de Vimy. Justement, quand les Anglais ont pris la position, le régiment d'Hitler est là pour prendre les flancs de Vimy. Et en mai, les Anglais recommencent un barrage d'artillerie intensif sur les troupes du 16e régiment d'Hitler, et les Anglais lancent une attaque frontale sur les positions du 16e régiment. Mais bon, les Anglais cette fois-ci ne passeront pas, donc là les Allemands ils sont bien préparés, donc ils vont pas avoir d'effet de surprise. Donc là les Anglais ils n'arrivent pas à prendre les positions du régiment d'Hitler, et ils reculent. Une autre action en mai que le 16e régiment d'Hitler a, c'est qu'il doit servir de couverture pour une division qui est chargée de reprendre Reux. Et là, justement, le régiment d'Hitler est chargé juste de protéger les flancs de cette division. Justement, pour cette action de la prise de Vimy, le 16e régiment d'Hitler a perdu 149 hommes. Donc pour nous, on dirait que c'est beaucoup, mais pour cette bataille, c'est vraiment petit chiffre. Quand vous voyez que d'autres régiments ont complètement été anéantis, c'est vraiment pour dire que le régiment d'Hitler a vraiment pas eu de poids dans cette bataille. C'est pour ça qu'on en parle peu. Donc là, c'était plus un petit épisode pour parler un peu de la bataille de Vimy en elle-même. Parce que Hitler, était à l'est de Vimy. Donc le 20 mai, le 6e régiment est déployé près de Douai pour un repos. Donc comme vous pouvez voir aussi sur les photos, Hitler est passé par cet endroit, près de Douai, pour justement ses souvenirs de combattants lors de l'année 1940. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez appris des choses. Je vous souhaite une bonne journée.